Bonjour ITV. Life ITV. Suka ITV. Bonjour ITV. Bonjour à tous nos téléspectateurs de la chaîne citoyenne. Nous vous disons bonjour et bon réveil matinal et surtout bienvenue à votre émission matin, l'avant-dernier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, chaque jeudi, nous avons un programme solide pour vous accompagner tout au long de la matinée. Mais avant de vous donner l'ensemble de ce programme, j'aimerais bien également dire que nous sommes une équipe mix qui est composé d'abord de moi qui suis et puis en face de moi se trouve la jolie dame et la grande dame, la femme à la voix d'or, Larissa Ngakutu. Bonjour. Bonjour Roms et bonjour à nos amis téléspectateurs qui nous suivent, qui sont déjà là bien sûr. Bonjour également à nos fidèles auditeurs de IFM et aussi nos internautes qui nous suivent depuis l'internet. J'espère que tu vas bien. D'accord. Avec la pluie d'hier. Ça va, je vais. La maison, le quartier, l'état des routes et autres, ça va. L'état de route, maison, comme tu le sais, chaque pluie en Djamena, c'est les mêmes situations, les mêmes problèmes, mais disons, si nous sommes encore là, c'est que nous avons encore... Pas de dégâts matériels. Nous avons encore bravé la situation, nous avons encore surmonté la situation. Alors, dames et messieurs, comme vous l'aurez compris, étant donné que le décor est planté, je vais vous dire qu'aujourd'hui, chaque jeudi, nous avons un programme consenti. Nous aurons également comme invité le carnet du leadership qui serait présenté par notre coach de la maison, Armand Ndigolta, qui sera là pour nous donner des détails. Nous avons également des capsules et toute autre chose qui vont nous accompagner tout doucement vers la fin de cette émission à 9h du matin. Voilà. Tu vas te blesser le matin là. Voilà. Ou bien c'est l'effet de la fraîcheur. Non, mais c'est 9h du matin. Non, je demande si c'est l'effet de la fraîcheur ou bien ça va. Bon, tu sais, le froid, pour moi, c'est la même chose. Je suis un Sahélien. Tantôt, je suis dans le froid, tantôt, je suis dans la chaleur. Non, mais comment est-ce que ton corps se sent cette nuit? Tu as passé une bonne nuit ou bien un peu mélangée? Bonne, je peux dire oui, parce que le temps va avec. Après longtemps, il n'a pas plu et hier, nous avons reçu les pluies. Et donc, du coup, le climat, ça va, c'est un peu mieux. Donc, ça nous a permis de dormir comme des bébés et c'est l'essentiel. Dormir comme des bébés, c'est l'essentiel. Ah oui, après une bonne pluie, surtout, il faut le dire. Moi, ce que j'ai aimé, la particularité hier, c'est que la majorité était déjà au travail. Ouais. Et puis ça commençait par pleuvoir. Pendant que les autres étaient en train de prier que si la pluie là pouvait venir à 6h, à 5h, pour ne pas venir au boulot. Et puis, boum, c'est à 8h quelques que la pluie a commencé. En tout cas, j'ai aimé la partie là. Moi-même, j'ai beaucoup aimé parce que la pluie là a calculé. Quand nous sommes tous arrivés au travail, ça a commencé. Et c'est aux environs de 14h qu'il s'arrête. C'est bien. Donc c'est heure de fin. C'est ça même la bonne manière d'amener le Tchadien à travailler, même pendant les saisons des pluies, parce que le Tchadien aime beaucoup se cacher derrière les situations des pluies. Oh, il pleut, je ne peux pas aller au travail. Oh, il pleut, je ne peux pas faire ceci. Il y a trop de poussière, il y a trop de brouillard. Alors, avec ça, je pense que ce n'est pas bien, mais cette pluie a compris également la situation et elle nous gère selon notre caprice, et donc c'est déjà bien. Ok, Roms, si tu permets, on peut prendre notre première ponctuation musicale pour permettre à nos internautes et nos téléspectateurs de s'installer confortablement et surtout de ne pas nous zapper. D'accord. Chef de classe.
Ula de me subugo Barde basang denede Ula panangiri e du jigi basse Dingo basse Tonangba Iya kalgu awa Oru edi jao kanu masu Ngao bai dene jinga denede Nje mori je pula Todo quero anje du tarabebo Nje tai je pula Todo anje du ne tarabebo Nje mori je pula Todo quero anje du tarabebo Nje tai je pula Todo anje du ne tarabebo Ya morman Todo le jao ya ta delebo Jao ya ubalarba Jao ya ubalardene Gunebi autonomie bo Sei femme émancipée Deneba kandomba iraga Deneba yando kuberaga Deneba usadi yangula Sarbe le marabubo Deneba wa morde misam Dene utingonga baude muda Dene kundanga bedi meme Dene lo Frank Kelly on the beat. Voilà, Dédé Kos nous a chanté cette chanson, ceci pour amener un peu les filles, tout comme les garçons, à réfléchir un peu sur une situation qui gangrène la société, n'est-ce pas, Larissa? La façon de se comporter de nos jours, hein, les filles veulent avoir plusieurs garçons, les garçons veulent avoir plusieurs filles. Je ne sais pas moi si c'est un acte de bravoure ou c'est on est en train de jouer au championnat quelconque, mais tu vois, moi la partie qui me retient, il dit les femmes prennent de l'argent pour aller chez le marabout chercher des hommes. Ah oui. C'est-à-dire, cet argent-là, Ouais. si seulement tu prenais, tu pars faire avec du commerce. Combien des hommes vont venir devant ta table pour acheter? Ouais. Ou bien combien des hommes vont commander tes articles? Et parmi ceux-là, tu peux pas profiter, faire un choix? Bah, ça dépend si les C'est les question. jeux de ces personnes te décrochent. Non, mais Hein? souvent on a l'habitude de dire ce que femme veut, elle finit toujours par l'obtenir. Dans très rares des cas, une femme peut ne pas obtenir ce qu'elle veut. Ouais. Mais tant qu'il y a la vie devant elle, Ouais. tant qu'elle a la détermination, elle finit toujours par l'avoir. Pas besoin de charme, au fait. Ouais. Dieu a donné quelque chose de naturel à la femme. Oui, Ouais. ça c'est sûr. Oui. Pour surtout voler avec les hommes. Ah oui, hein, les femmes, vous l'aurez compris, c'est comme ça. Larissa, elle défend toujours la cause de la femme. Et là, elle a tout à fait raison. Même moi, je suis d'accord avec toi parce que à ce niveau, tu as parfaitement raison. Hein. La femme, tu n'as pas besoin d'aller chez un charlatan pour Non. te chercher, je ne sais quoi, les médicaments pour Ouais. venir avoir un homme dans ta vie. Non, tu peux faire autre chose. Tu Ouais. peux brandir un comportement responsable, un comportement de la femme respecté, respectable. Je pense que toutes ces choses pourraient déjà Et surtout attirer avec le l'homme vers monde toi. d'aujourd'hui, avec la génération de vous, si tu permets. De vous, Ils vous, comment, vous, ils n'ont comment, pas, oh, bon, oh, quand oh. je dis les hommes, Oh, ils ouais. n'ont pas besoin Ouais. d'une femme Ouais. qui a les bras croisés au fait. Ils ont besoin de se sentir eux-mêmes épaulés, aidés Ouais, ouais. dans les tâches ou bien dans les dépenses Ouais.
Surtout dans les dépenses. Voilà. L'homme d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, c'est ça. Tu peux pas venir prendre une femme et puis crème c'est toi, la santé c'est toi, le loyer c'est toi, ses parents c'est toi, tes parents c'est toi. Ouais. Tu vas trouver qu'il y a pas un homme prêt, hein. De nos jours, il n'y a pas un homme prêt pour assumer tout ça. Nos parents, oui, ils étaient déterminés, ils aimaient nos mères comme telles. Ouais. Mais vous, aujourd'hui, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Il faut faire quelque chose pour venir en aide, même si c'est pas beaucoup, au moins se payer tes crèmes, payer 2-3 choses à la maison. Là, il n'y a pas de souci. Ou bien toi-même, tu t'occupes de tes parents. Là, il n'y a pas de souci. Tu vas voir que tout de suite, là, moi, là, même si devant toi, il fait semblant, derrière, la gloire qu'il va te donner, non, toi-même, tu ne peux pas imaginer. Bon, en fait, c'est vrai, tu vois, le monde est tellement en constante évolution que avant, c'est vrai, même si c'était les papas qui voulaient tout prendre en charge, il faut également reconnaître que de l'autre côté, de manière silencieuse, il y a les mamans qui venaient en aide au papa. Par exemple, si le papa va au champ, il y a toujours la maman qui est derrière lui avec, je ne sais, les repas. Et quelquefois, elle prend également la roue pour l'accompagner un peu, les récoltes, voilà, et tout ce qui va avec. Vous voyez, c'est aussi d'une façon ou d'une autre, la femme contribue toujours avec le monsieur dans le foyer. Mais imaginez le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, tout est l'argent et dessus quoi? Tout est cher, tout est à un prix qui dépasse le pouvoir d'achat de l'homme. Et donc, si à lui seul, il décide même de prendre en charge ces choses-là, c'est un peu difficile par moment donné. L'homme sent vraiment ses coups et c'est terrible. Et c'est pourquoi la femme doit à chaque fois penser à soutenir le monsieur. Mais c'est fort malheureux de constater, il y a certaines femmes qui ont cette posture-là, d'où je suis marié à un homme, c'est à lui de prendre en charge moi, mes enfants, ma famille, voilà, tout le Tchad, pourquoi pas. D'accord, ce qu'on pourrait dire, c'est juste qu'il faut aimer naturellement. Il faut aimer naturellement. Quand l'amour est naturel, c'est bien pur, c'est bien profond, mais ce qui a de l'ajout finit toujours par pourrir et quand ça se gâte, ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais. Nous allons prendre le bien-être, un élément du professeur Ouroupou qui nous a envoyé, et puis nous allons revenir sur le plateau. D'accord. L'impatience est un ennemi silencieux. Le temps est une ressource que nous croyons maîtriser, mais qui, souvent, nous échappe. Es-tu patient ou impatient? Cette question, simple en apparence, peut révéler bien plus que tu ne l'imagines. Car l'impatience, ce sentiment qui nous pousse à vouloir tout de suite, à détruire des vies, des projets, des entreprises, des familles, des destinées entières. Mais alors, c'est quoi être patient? Et comment sortir de l'impatience pour embrasser la puissance de la patience? Combien de fois l'impatience a-t-elle tout gâché? Combien de fois avons-nous abandonné trop tôt, pris des décisions précipitées ou laissé la frustration prendre le dessus? L'impatience, c'est ce feu intérieur qui consume tout sur son passage. Elle nous fait croire que tout doit arriver maintenant, tout de suite, sans délai. Mais la vie, elle, ne fonctionne pas comme ça. Elle suit son propre rythme. Et ceux qui refusent de l'accepter finissent souvent par tout perdre. Alors, c'est quoi être patient alors? Être patient, ce n'est pas simplement attendre. C'est accepter que certaines choses prennent du temps. C'est comprendre que chaque étape, chaque échec, chaque moment d'attente fait partie du processus. La patience, c'est la force de rester calme face à l'incertitude, de continuer à avancer, même quand tout semble immobile. C'est une vertu qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, car elle permet à la graine de devenir un arbre, à l'idée de devenir une réalité. Alors, mais quelles sont les valeurs des hommes et femmes patients?
Les personnes patientes possèdent des valeurs rares, la persévérance, la résilience, la sagesse. Elles savent que les plus grandes réussites ne viennent pas du jour au lendemain. Elles comprennent que chaque effort, chaque moment d'attente est un investissement pour l'avenir. Elles ne se laissent pas abattre par les obstacles, car elles savent que chaque défi est une opportunité de grandir. La patience, c'est l'art de voir au-delà de l'instant présent. Alors vous me direz, mais comment sortir de l'impatience? Mais pour sortir de l'impatience, il faut d'abord que tu respires. Parce que respirer prend un moment pour te recentrer. Parce que l'impatience naît souvent de l'anxiété. Deuxièmement, pour sortir de l'impatience, tu dois accepter que certaines choses ne dépendent pas de toi. Le temps est un allié, pas un ennemi. Troisièmement, tu dois agir. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Un pas à la fois et visualise. Rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Le but final vaut toujours l'attente. Et apprends. Oui, en dernière position, apprends. Chaque moment d'attente est une leçon. Profites-en pour grandir, pour te préparer. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la clé qui ouvre les portes de la réussite, de l'épanouissement, de la paix intérieure. Alors, la prochaine fois que l'impatience te guette, rappelle-toi, les plus grandes choses prennent du temps. Et toi, es-tu prêt à attendre pour construire quelque chose de durable? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui courent, mais ceux qui persévèrent. La patience est la clé de tout. Sois patient. Ton temps viendra. Ton temps viendra. Sois patient. La vie récompense ceux qui persévèrent, mais pas ceux qui courent. Comme ça, moi, j'ai aimé la fin. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'incertitude qui fait que patienter, ça devient vraiment difficile. Même pour un enfant, un bébé, le temps que la maman puisse faire refroidir le biberon et revenir, c'est tout. Tu vas entendre le cri là dans toute la maison. Imagine quand il va devenir grand, ça va donner quoi. En tout cas, c'est un élément très enrichissant, il faut le dire. Et moi, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, mais comme le temps également nous prend à la gorge, nous allons d'abord repartir de l'autre côté, demander à Dinalov de nous donner l'actu matin et on va revenir commenter cela. Après 2019, ce n'est que ce jour, 13 août 2025, que le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie, chargé de la mise en œuvre de la politique du secteur, de concert avec les acteurs institutionnels, experts et partenaires techniques du secteur pétrolier, se sont réunis ce jour pour relire le projet, examiner ses contours et projeter sur la modernisation du secteur et élaborer un cadre juridique adapté au contexte actuel qui encadrera les activités pétrolières, promouvoir le contenu local en favorisant l'emploi des Tchadiens, protéger l'environnement grâce aux mesures strictes de gestion des risques. Tout ceci en vue de son adoption finale par les instances compétentes, a expliqué la ministre du Pétrole, Mme Alix Naimbaye Ndolenodi. Ce présent atelier a pour objectif principal de permettre à toutes les parties prenantes, institutions étatiques, partenaires techniques, opérateurs du secteur privé, société civile, de relire, discuter et enrichir une fois de plus le projet de loi en vue de son adoption finale par les instances compétentes. Les objectifs de ce texte sont clairs. Il s'agit de moderniser notre cadre juridique pour le rendre plus attractif et compétitif, tout en garantissant la souveraineté de l'État sur nos ressources. Renforcer la transparence conformément aux standards internationaux, notamment l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Promouvoir le contenu local en favorisant l'emploi des Tchadiens, le transfert des technologies et le développement des entreprises nationales. Protéger l'environnement grâce à des mesures strictes de gestion des risques et de remise en état des sites.
Dans une perspective politique du gouvernement tchadien qui place le secteur pétrolier au cœur de la stratégie du développement, ce projet de loi portant code pétrolier doit inéluctablement servir d'un levier d'extension durable. Il doit concilier les intérêts de l'État, ceux des investisseurs et les attentes légitimes des populations, devrait ajouter la ministre avant de déclarer ouverts les travaux. Je vous exhorte, chers participants, à contribuer avec rigueur, franchise et un esprit résolument constructif aux travaux de cet atelier. Vos réflexions éclairées permettront de doter le Tchad d'un instrument juridique robuste, porteur de croissance durable et de prospérité partagée. En nous souhaitant plein succès dans ces travaux, je déclare ouvert l'atelier national de validation du projet de loi portant code pétrolier amont. Face à l'évolution rapide des technologies et aux nombreux défis, il faut essentiellement actualiser un cadre procédurier qui s'accommode aux réalités d'en face. C'est ainsi que le gouvernement, par cette logique législative, entend structurer une industrie pétrolière naissante et d'attirer les investissements. Ces travaux d'expertise, faut-il le rappeler, s'étaleront sur des jours. Naïa Amina Goudja et El Hadj Hassan Tamba, respectivement couturières et couturiers, nés vers les années 1939, font partie du groupe des hommes qui ont confectionné les premiers drapeaux du Tchad aux couleurs bleu, or, rouge, et les habillements des fanfares et des gardes présidentiels qui ont servi à célébrer la cérémonie de l'indépendance le 11 août 1960. 65 ans après, ils se souviennent de cette époque comme si c'était hier. Centre numéro 1. Notre maison est tout près du centre social numéro 1. C'est là où on partait apprendre la couture à la main. On a fini avec la couture et les Blancs nous ont embauchés, mais sans un contrat. C'était en 1958, avant l'indépendance. Ils ont amené les tissus et nous ont montré comment couper et coudre le drapeau. C'était avec les Blancs qu'on travaillait. Le contrat est sorti après l'indépendance. À l'époque, il cherchait le nécessaire pour que le président sorte avec le jour de la proclamation de l'indépendance, les tenues des escortes et des fanfaristes. C'était pour les défilés. Ils ont commandé depuis la France, mais qu'il faut attendre 4 mois avant que ça n'arrive au pays. Vu le temps imparti, le président a ordonné qu'il le fasse sur place. Entre-temps, je travaillais avec les Blancs et on a cousu les tenues pendant 40 jours. Je suis parti présenter au président Tobalmbay et le 11 janvier 1960, tout le monde s'est habillé avec la tenue. Le président m'a demandé si j'ai suivi une formation en France. J'ai répondu non. J'ai appris ici au pays. Naïa Amina Goudja est la seule qui détient le récit de la confection du tricolore. Selon elle, la confection des drapeaux a pris plusieurs mois. Les travaux se faisaient du matin au soir. Pour confectionner tous les drapeaux, ça nous a pris plusieurs mois. On a fait des heures supplémentaires. On vient le matin et on rentre le soir pendant une semaine. Ils nous ont payé 3 000 francs. Au début, on nous a rien donné. Les 3 000 francs, c'est juste pour les heures supplémentaires. C'est tout ce que j'ai reçu. Après 65 ans, Naïa Amina Goudja et El Hadj Hassan Tamba, ces deux figures emblématiques de l'indépendance, n'ont toujours pas reçu aucune distinction, moins encore d'une reconnaissance officielle de la République. Ils sont devenus simplement des grands oubliés de l'indépendance. Oublier les pionniers de cette date historique et ne pas tenir compte de leurs efforts, c'est méconnaître une partie de l'histoire. Tous deux sont reconnaissants envers l'association du Lami Forton qui, à travers sa présidente Asma Gassim, les présente à la population. Sinon, l'État semble oublier ces quelques braves hommes restés en vie. C'est elle qui m'a fait découvrir par le public pour la première fois. Depuis lors, les gens ont su qui je suis. Si ce n'est pas grâce à l'association Le Lami Fortin, personne ne saura que j'existe. Parce que le gouvernement n'a pas pensé à nous. Mon honneur, c'est juste la reconnaissance que vous portez à mon endroit en faisant des reportages pour parler de moi. Sinon, je n'ai reçu ni argent ni décoration.
Hadji Asma, c'est elle qui a eu l'idée de créer l'association Lami Fortin. Cette association qui a permis de présenter les enfants de Fort Lami à la nouvelle génération. C'est grâce à elle qu'on parle de nous aujourd'hui. Sinon, tout allait disparaître. Que Dieu la bénisse. On a travaillé pour notre indépendance sans rien trouver en retour. L'histoire du Tchad s'est écrite avec ces deux figures emblématiques, contribuant à leur manière à faire respecter l'image de ce beau pays. Alors, se souvenir d'eux, c'est se souvenir d'où on vient et vers où on est en train d'y aller. À travers le ministère de l'Action sociale, nous espérons que ces deux valeureux pionniers de l'indépendance seront couronnés de gloire pour service rendu à la nation. En 65 ans, le Tchad a connu certains progrès dans quelques domaines, malgré de nombreuses turbulences politiques, amélioration de l'accès à l'éducation et à la santé. Bien que des disparités régionales importantes persistent, le Tchad est un pays multi-ethnique et multiculturel. Le vivre ensemble est un défi constant, marqué par des tensions interethniques et des inégalités socio-économiques. Pour répondre à l'aspiration du peuple tchadien sur la cohésion sociale, du vivre ensemble et l'inégalité sociale, il va falloir que les autorités tchadiennes à tous les niveaux changent les données. Selon Abdurrahman Jasnabaye, le Tchad a connu des avancées et des reculs par rapport au temps colonial. Les avancées, c'est que le Tchad a retrouvé quand même sa souveraineté. Et par rapport à ça, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui désignons nos gouvernants, c'est nous-mêmes qui désignons, en tout cas les parlementaires. À l'époque, c'est décidé d'ailleurs. Le découpage a été fait ailleurs, donc aujourd'hui, c'est nous qui organisons notre territoire. En dépit des dérives constatées, les Tchadiens avaient la culture du vivre ensemble, dans l'harmonie, quelle que soit son appartenance sociale. Hier, au départ, les gens étaient vraiment ensemble et ces brassages-là, qu'on appelle maintenant l'esprit Lami Fortin, les gens vivent ensemble, ce qu'on appelle les dabalaï. Les voisins, là, ils mettent ensemble leurs repas pour manger ensemble, pour dîner, déjeuner, et puis surtout... La sécurité, la justice, l'état de droit et la démocratie sont des éléments essentiels pour un vivre ensemble harmonieux. L'État n'a pas une armée suffisante pour pointer un militaire devant chaque domicile pour sécuriser. Mais il faut avoir une armée vraiment nationale. Et nous ne sommes pas dans un état de nature, nous sommes dans un état de droit, donc où il y a des textes et des lois. Et la justice est fondamentale pour apporter le Tchad, en tout cas dans le concert des nations, des nations en tout cas qui sont civilisées, et pour également entamer, pour amorcer, je peux dire, le développement économique et social de notre pays. Malgré ces avancées, la majorité de la population tchadienne vit encore dans des conditions très précaires. L'accès à l'eau potable, à l'éducation et à la santé reste limité, surtout en zone rurale. Le taux d'alphabétisation est encore faible, surtout chez les femmes. La paix durable, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain sont les clés pour que cette indépendance prenne de l'envol. Si le Tchad a réalisé des progrès depuis son indépendance, il reste confronté à de nombreux défis pour assurer un développement durable et un vivre ensemble harmonieux. L'accent doit être mis sur la stabilité politique, la cohésion sociale et le développement économique inclusif. Une administration vieillissante, une jeunesse désespérée, un avenir sombre, tels sont là les mots qui peuvent décrire la situation d'employabilité des jeunes diplômés, mais sans emploi. Une faible diversification des activités socio-économiques pour la jeunesse, exacerbée davantage dans la vulnérabilité des jeunes. À cela s'ajoute l'inadéquation des discours et promesses des autorités en charge de la formation professionnelle, chose que déplore Dr Routarm Sylvain. Que nous sommes arrivés à un système où le politique ne regarde pas trop l'éducation. L'éducation est devenue une activité de seconde zone. Comment les gens y entrent, quelle formation ils reçoivent pour sortir de ces écoles, c'est toute la question. Il faut vraiment mettre un peu de rigueur dans la formation, dans la sélection des formateurs de nos grandes écoles professionnelles pour le système éducatif.
Plusieurs facteurs peuvent justifier ce chômage et le sous-emploi massif chez les jeunes diplômés et les non-diplômés, le manque cruel d'infrastructures et d'investissements, la faible présence des entreprises nationales et l'insuffisance d'appui aux petites et moyennes entreprises tchadiennes. Certains jeunes entrepreneurs peinent à obtenir des crédits ou des fonds pour lancer leurs projets. Il faut qu'on essaie de revoir la gestion même des ressources humaines au niveau du système éducatif tchadien. Ceux qui sont destinés à former, qui soient à leur poste, qui soient vraiment suivis pour qu'ils aient une bonne formation, une formation adaptée aux générations actuelles et à venir. Les jeunes en quête d'emploi perdent ainsi la confiance envers les institutions publiques. D'autres évoquent une pratique d'injustice et d'exclusion sociale. Entre-temps, les taux des étudiants et bacheliers tchadiens ne cessent d'accroître chaque année. Pour joindre les deux bouts, d'autres se tournent vers les activités informelles, précaires, voire illicites. Les politiques publiques devraient repenser et réinventer l'avenir, axé sur l'employabilité en se focalisant sur les besoins spécifiques de la jeunesse. Promouvoir l'entrepreneuriat et développer les secteurs porteurs comme agro-industrie, les énergies renouvelables et le numérique. Améliorer également l'environnement des affaires afin d'attirer les investisseurs. Ce lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2025 est placé sous le thème « La véritable crise de la fécondité, la quête du libre arbitre en matière de procréation dans un monde en mutation », qui vise à contribuer à l'amélioration de la population mondiale et celle de la population tchadienne sur les questions de la fécondité et des défis auxquels font face les jeunes. Selon la représentante de l'UNPI, la population mondiale a franchi le cap des 8 milliards d'habitants depuis le 15 novembre 2022. Cependant, une baisse des taux de fécondité a chuté dans plusieurs pays. Œuvre aux côtés des gouvernements du monde entier, y compris le nôtre, pour sensibiliser et plaider en faveur des questions de population et de développement, dont il est crucial de contextualiser aux réalités du Tchad. Taux de fécondité dans plusieurs pays, suscitant des craintes d'un effondrement démographique, ce qui est parfois perçu comme une crise en soi. Cependant, la crise de la fécondité au Tchad est un sujet complexe qui a des enjeux démographiques, économiques et sociaux. Le thème retenu pour cette année 2025 est autonomiser les jeunes pour qu'ils créent les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir. L'objectif de cette célébration cadre avec les orientations du gouvernement. Cet objectif cadre parfaitement avec les orientations de son Excellence, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, inscrite dans le chantier 10 et déclinée dans le plan national de développement 2025-2030, intitulé Tchad Connexion 2030. À cette occasion, une présentation du rapport sur l'état de la population mondiale, sur la résilience démographique, la capacité d'un pays à anticiper les évolutions démographiques, à s'y adapter et à en tirer parti dans le respect des droits humains. Suivi de remise du rapport au ministre délégué auprès du ministère des Finances. Les études ont montré que l'autonomisation des femmes et des jeunes par le biais d'une éducation de qualité et de la formation professionnelle peut avoir un impact significatif sur la réduction des taux de fécondité. L'amélioration de l'accès aux informations et services sur la santé reproductive doit être une priorité, car cela crée un environnement où les choix en matière de procréation peuvent exercer librement et de manière éclairée. Ainsi, l'UNFPA, dans son mandat, défend le droit de chacun à décider librement et de manière responsable du nombre et du moment de ses enfants, y compris le choix de... Cette session vise à doter les participants d'outils techniques, juridiques indispensables pour traquer et neutraliser les auteurs d'infractions numériques. Prenant la parole au nom de son institution, le secrétaire permanent du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, le colonel Esaïe Ovonou, a salué les efforts conjoints ayant permis la tenue de cette formation qu'il considère comme un signal fort de la volonté commune de lutter contre un phénomène en constante expansion. Pour le secrétaire permanent de CEPAC,
La cybercriminalité s'infiltre dans nos sociétés, causant des dommages irréversibles. C'est pourquoi les agents doivent être à mesure de répondre efficacement à ces menaces. La maîtrise des techniques d'analyse forensique permettra de mener les enquêtes sérieuses dans le monde virtuel. S'agissant particulièrement de la cybercriminalité, l'état des lieux est dressé à cette occasion par les hautes autorités policières de notre région a constaté une forte prévalence des infractions commises dans le cyberespace, et ce malgré les efforts louables déployés par les États pour endiguer ce phénomène. Ouvrant officiellement les travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le commissaire divisionnaire Isaac Haroun Béchir, représentant le ministre, a tenu à féliciter les organisateurs pour cette initiative qu'il qualifie de stratégique et salutaire. Il a rappelé que la sécurité demeure au cœur de la vision du chef de l'État, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, et que cette formation vient en droite ligne de ses objectifs. Notre pays réaffirme son engagement ferme et constant à lutter contre toutes les formes d'insécurité, qu'elles soient physiques, territoriales, économiques ou désormais numériques. À l'ère de la digitalisation croissante, où les menaces évoluent, se déplacent et parfois deviennent invisibles, la cybersécurité est devenue une frontière stratégique que chaque pays se doit de bâtir et de protéger avec rigueur. En dotant de la police judiciaire des compétences spécialisées en cyber-enquête, le comité des chefs de police de l'Afrique centrale et le ministère de la Sécurité publique entendent bâtir un rempart solide contre la criminalité numérique, plaçant ainsi la prévention et la répression à la hauteur des défis technologiques contemporains. La vente de maïs grillé est une activité économique courante et appréciée en N'Djamena par bon nombre de vendeurs et vendeuses en cette saison pluvieuse. Toutefois, l'hygiène autour de cette pratique, surtout lorsqu'elle se déroule aux abords de route, est une préoccupation importante pour les consommateurs. Pour eux, cela est bénéfique car ils n'ont pas le temps d'acheter le maïs non grillé avant d'aller préparer. Quelques consommateurs interrogés déplorent cette situation. Ils devraient d'abord penser à ça aussi parce que les microbes quelque part là sont là déjà. Et encore c'est au bord de route, au bord du goudron, par-ci par-là. Et s'ils trouvent le moyen d'acheter les plastiques transparents pour couvrir, leurs aliments avec, nous-mêmes les consommateurs, en passant et si tu es dans le besoin, tu vois ça de loin, ça tu sais que c'est tel aliment et tel aliment. Ça rend service à ceux-là qui n'ont pas assez de temps de prendre et griller avant de manger. Vous voyez, sur les goudrons, avec toutes les poussières qui sortent, c'est des maladies. Quand tu prends, tu manges pour ta faim. Mais les dangers qui te guident, c'est beaucoup. Ces maïs sont souvent exposés à la merci des aléas climatiques de tout genre. Il est bien vrai de se chercher, mais il faut instaurer une bonne hygiène autour des aliments à consommer pour le bien-être du corps. Ces femmes qui vendent, c'est vrai qu'ils sont en train de se chercher à avoir de quoi survivre. Malheureusement, cette exposition expose aussi les clients, les consommateurs à certaines maladies. Et nous voyons que c'est au bord des grandes artères de la capitale. C'est la saison pluvieuse, il y a les véhicules qui passent et qui rentrent dans les flaques d'eau. Et ces flaques d'eau dégagent les gouttelettes qui tombent dessus. Nous sommes en saison pluvieuse, il y a certaines maladies diarrhéiques telles que le choléra et d'autres maladies diarrhéiques qui sont là. Alors, c'est très dangereux. Quand on grille le maïs à très haute température, notamment sur les parties noircies, une substance nocive se forme. Plusieurs études ont montré qu'elle pouvait être cancérigène. Les consommateurs devraient prendre des précautions, le risque est grand. Aux consommateurs, je dirais que ne prenez pas votre argent pour acheter la maladie. Vérifiez est-ce que ces aliments sont protégés et est-ce qu'il y a une propriété qui va avec avant de consommer. Le maïs est loin d'être un mauvais aliment. Il est riche en fibres, ce qui est bon pour la digestion et contient des vitamines essentielles. C'est une bonne source d'énergie et d'antioxydants.
Mais c'est aussi nécessaire d'éviter de consommer les parties brûlées car la fumée générée par la combustion peut contenir des substances nocives pour la santé. Mangez mieux et en toute sécurité. De nombreux jeunes de la capitale se lancent dans cette activité pour trouver de quoi se prendre en charge. Le risque d'accident est élevé à cause de la circulation dense et de la mauvaise conduite, des routes souvent en mauvais état et du manque de règles de sécurité. Ce métier est souvent exercé dans des conditions précaires, avec des revenus faibles et sans protection sociale adéquate. Les difficultés auxquelles les clanomanes traversent lors de leur activité. On est exposé à des intempéries telles que les poussières qui sont autour de la voie publique et le risque des agressions et des fois on a même, se dire, des malcompréhensions avec certains clients dû par rapport à la discussion des prix auxquels on va les déposer dans leur destination. Le constat est amer. Beaucoup crient à l'aide, mais en vain. Les clandomans travaillent jour et nuit pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils se donnent pour lutter contre le chômage, l'oisiveté, mais se confrontent à de nombreuses difficultés telles que le phénomène des braquages, des cas d'accidents, ainsi que les intempéries de toutes sortes qui entravent leur épanouissement. Beaucoup de clandomans qui font aussi l'activité des clandomans la nuit, c'est ceux-là auxquels beaucoup n'ont pas aussi leur moto personnelle. Ils empruntent aussi les motos. La nuit, c'est le propriétaire qui prend maintenant le volant. Et la nuit, c'est ceux-là qui sont là aussi pour travailler la nuit. Eux, ils sont spécialement. Comme ils n'ont pas aussi les moyens, ils attendent que le propriétaire les laisse les motos et ils travaillent la nuit. Donc grâce à ça, ils se nourrissent aussi avec leur famille. Ils prennent aussi la responsabilité de leur famille. Beaucoup préfèrent exercer pendant la nuit, c'est mieux, car dans la journée, c'est difficile de se faire un bon chiffre d'affaires. Certains clandomans qui n'ont pas leur propre engin et qui exercent la nuit courent assez de risques. Le manque d'opportunités et le chômage poussent de nombreux jeunes à embrasser ces métiers. Les clandomans, par leur métier, rendent énormément service à la population. Cependant, beaucoup de difficultés leur empêchent d'exercer leur métier en toute sécurité. Voilà, merci à toute l'équipe de la rédaction de nous mettre au bain des actualités d'ici. Et d'ailleurs, nous disons également merci à Dina Love qui a été à la commande de ce journal. Voilà, et il y a une chose qui a vraiment attiré mon attention pendant la présentation de ce journal, c'est l'aspect de la consommation de maïs. Alicia. On nous dit que c'est exposé, alors que c'est des choses que moi je prends comme ça, je mange tout souvent sans me rendre compte qu'il y a des dangers autour. C'est maintenant que je me suis rendu compte que voilà, il faut d'abord protéger, il faut faire. Mais on va protéger avec quoi? Jamais la poussière là, c'est partout. On va protéger comment? Romsta, tu ne peux pas venir ici me dire que tu vas te protéger avec quoi? Tu ne peux pas me dire ça. Ah ouais. En tout cas, il y a le médecin qui a intervenu également, qui a donné quelques éléments, quelques éléments bien sûr qui touchent. Donc moi je me rends compte que maïs grillé finalement ce n'est pas la bonne qualité, hein, d'après moi. D'après ce que j'ai retenu de ce reportage, le mieux serait peut-être d'acheter comme ça. Non, bouillir. Ouais. Prendre ce qui est bouilli. Ouais. Voilà, ça serait mieux que de griller. Moi, chacun a ses préférences peut-être. Oui, chacun a ses préférences, mais sur le plan sanitaire, au fait. Sur le plan sanitaire, ça serait mieux de prendre ce qui est bouilli. Mais même le griller, n'est-ce pas, je peux dire que le feu a déjà... La fumée. Ok, mais on peut néanmoins... La fumée est en contact direct. En tout cas, le médecin a bien dit, il a donné des précisions sur la consommation de ces maïs, comment il faut le consommer. Et
là, nous devrions prendre bonne note parce que c'est lui qui sait bien ce qui se passe avec ces choses-là. Nous ne sommes que des consommateurs simples dont nous ne savons pas, mais s'il nous donne des raisons de ça veut bien... dire qu'il y a un danger Ouais, quelque il y a un part. danger quelque part. On le dit quelque part, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, le médecin nous a prévenus, à nous maintenant de faire bon usage. Et aussi, comme tu m'as dit, Hortense, qui a aussi bien voulu nous prévenir, attirer notre attention sur la consommation de maïs grillé. Alors, faisons très attention. Roms, nous tendons pas à pas. Vers la fin. Vers la fin, mais... mais nous allons prendre d'un moment à l'autre nos invités. On est toujours en période de vacances, il faut le dire. Voilà. Donc, on est jeudi. Alors, d'un moment à l'autre, nous allons prendre nos invités qui vont venir nous parler de l'évolution de leurs vacances à la maison. Aussi avec les petites pluies qui commencent là. Et surtout les vacances qui finissent même déjà. Parce que vraiment. Là, parce que c'est quand tu dis ça finit, tu risques de les stresser. Il faut quand même les encourager. Les 2 semaines qui restent là, il faut les laisser profiter carrément. Mais Larissa, c'est que je suis sûr qu'à 98% des élèves sont déjà, ils sont déjà fatigués des vacances. Ils veulent déjà repartir à l'école. Non, ce n'est pas les élèves, c'est les parents. Non, mais parce que... façon où ces petits-là dérangent à la maison. Mais bon, je suis tombée sur une vidéo où une grand-mère se plaignait que ses enfants puissent venir ramener tous ces petits-fils-là, chacun dans sa maison, parce qu'elle est déjà fatiguée. Elle dit, avant vous m'envoyez 50 000, je finis le mois et parfois j'ai même quelques poussières. Mais comme vous voyez là, vos 50 000 n'arrivent même pas à faire une semaine. Vos 50 000 ne font même pas une semaine. Donc que chacun revienne prendre son enfant et puis repartir chez lui. Parce qu'elle, en son temps, elle ne les a pas confiés. Elle parle maintenant à ses enfants qu'elle ne les a pas confiés à elle, ses parents. Donc que chacun revienne chercher. Tu vois les difficultés. Entre-temps, les parents, eux, ils sont quelque part peut-être en ville, tranquilles, en train de enfants, ils sont libres. Ils sortent, ils vont, mais la grand-mère souffre. C'est aussi ça, comment je peux dire, entre guillemets, pour dire le travail d'une grand-mère. Parce que, oui, parce qu'une grand-mère, ça fait 9 mois qu'elle n'est pas ensemble avec ses petits-fils et ses petites-filles. Et donc, les 2 ou 3 mois, ça leur permet d'avoir cette interconnexion. Jamais. Et c'est l'ensemble de ces choses aussi. Le fait qu'elles disent que non, vous voyez, les 50 000 que vous me donnez, ça ne couvre plus. Voilà, les enfants sont tout bavards et tout ça. C'est ça aussi, l'harmonie autour. Elle t'a élevé. Tu as grandi. Tu es parti constituer ton foyer. C'est temps pour elle de se reposer. Toi, tu ne vas pas profiter des vacances là pour venir encore lui charger et puis dire que c'est le travail de grand-mère. Non, j'avais bien dit, entre guillemets, ce n'est pas vraiment entre guillemets, oui, mais moi je te dis... Mais non, le problème c'est que même la même grand-mère là, comme tu vas dire, bon, maman, comme tu dis que les enfants l'attendaient trop, les vacances prochaines, elle va les revendiquer. Voilà. Elle va les revendiquer. Non, vous m'avez laissé seul, vous m'avez abandonné, vous n'aurez pas les enfants. Et donc finalement, si on doit s'en tenir à tout ce que disent les grand-mères, ça va être grave, non? Ça va être grave, carrément. En tout cas, ça fait vraiment du bien quand les enfants sont à la maison. C'est vrai qu'il y en a là qui sont... Mais il est aussi question de se rapprocher de nos enfants. Il est question de se rapprocher de tous ces gosses-là. Pendant 9 mois, ils sont à l'école. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas comment est-ce que l'enfant vit à l'école. Il y a des enfants qui vivent le traumatisme à l'école. Mais ils ne te le font pas savoir. Donc quand ils sont à la maison, ils se sentent à l'aise au fait. Ils sont là, peut-être il y a un là, on a souvent l'habitude de les appeler le gros. Il y a par exemple le gros qui le dérange, il y a le méchant qui l'empêche de manger son goûter, il y a par exemple peut-être que ça peut être une fille et puis le chef de classe ne la laisse pas tranquille. À chaque fois, elle a son nom sur la liste des bavards et tout. Et puis l'enfant vit avec un stress profond. Mais quand l'enfant est à la maison, l'enfant se sent en sécurité. Il est aussi temps de s'approcher de ces enfants-là, causer avec eux, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut. Il y a des enfants qui ont juste besoin de changer d'établissement.
Oui, parce qu'ils vivent tout le calvaire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et dès que tu dis, moi j'ai déjà fait ton inscription, tu vas voir que l'enfant a déjà changé de mine, changé de caractère. Parfois, l'enfant tombe malade. Vous allez chercher tout, vous n'allez rien trouver. C'est juste parce que tu l'as ramené dans un établissement que l'enfant est en train de vivre, l'enfant est en train de vivre un calvaire que toi tu ne sais pas. Donc il est aussi bienséant ce matin de dire aux parents, de causer avec les enfants. C'est vrai, nous sommes parents, nous on peut voir peut-être le côté qualité de l'éducation de l'enfant, pour l'envoyer ou bien l'inscrire dans un établissement, mais il faut aussi penser au côté social. Comment l'environnement, pourquoi pas, parce qu'il faudrait que l'enfant soit dans un environnement qui où il s'épanouit. Oui. Et tu vois, quand un enfant est épanoui à l'école, c'est facile pour lui d'apprendre. Je ne parle pas de celui qui aime trop s'amuser, celui qui est bavard et autres, non. Il sort, il se sent bien avec les autres. Avec ses relations avec ses camarades. Il cause. Dans leur causerie, on l'oriente également. Non, moi, telle partie, je n'ai pas compris. Comment tu as fait pour avoir telle? Ces simples relations sociales contribuent également à l'éducation de l'enfant. Contribuent également à ce que l'enfant puisse... son intelligence augmente, au fait. Donc, les parents, ce matin, vivement, avant d'aller inscrire vos enfants à l'école, prenez également le temps de causer avec eux, prenez le temps de discuter dans ton établissement. Est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que tu as besoin de changer? Mais tout cela, pour couronner, selon aussi les moyens financiers des parents. Oui, voilà, tu sais, moi, les vacances, c'est que ce n'est pas seulement un temps de se reposer, tout ça, mais je me suis dit, les vacances, c'est aussi un moment où toi, le parent, c'est de revenir densifier un peu l'éducation de tes enfants. Pourquoi je dis ceci? Parce que pendant les 9 mois, toi, le parent, tu n'as pas aussi eu assez de temps. Et même l'enfant n'a pas eu aussi assez de temps pour que vous vous rapprochiez de temps en temps, pour s'orienter, pour s'éduquer normalement. Le temps où tu veux prendre pour éduquer l'enfant, peut-être qu'il est en train d'étudier ses leçons. Le matin, il est à l'école. Dans la journée, vous êtes au travail. Alors que les vacances, ça vous permet de vous rapprocher par moment, n'est-ce pas? Et s'il y a des manquements, c'est le moment de le faire. Comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, il faut dialoguer de temps en temps pour connaître ce que l'enfant vit. Il faut dialoguer de temps en temps pour connaître dans quel environnement l'enfant, que ce soit au quartier, que ce soit à l'école, comment il se trouve. Quelles sont les difficultés de l'enfant. Mais si, pendant les vacances, on ne prend pas le soin, n'est-ce pas, de chercher à connaître toutes ces choses à la fois, je pense qu'il y aura un souci. Et ça va continuer comme ça. Et plus tard, on se rendra compte qu'on n'a pas vraiment eu le temps de soigner l'éducation de son enfant, d'orienter normalement son enfant. Il va également avoir un creux entre vous et vos enfants. Parce que vous n'avez pas entretenu cette relation-là. Vous avez laissé cette relation distante. Et donc, ça va être un peu compliqué. Quelquefois, il y a des enfants qui n'aiment pas sentir leur papa. Parce que dès leur bas âge, papa est celui-là qui ne les approche pas souvent. Maman est celle-là qui n'a pas de temps pour ses enfants. Et donc, l'enfant lui-même, il prend cette habitude, il prend ce machin-là. Et du coup, quand papa est à côté, il trouve que le papa est dérangeant, il trouve que maman est dérangeante. Prière aux parents de créer un climat, un rapprochement, n'est-ce pas? Une harmonie souvent vraiment intense entre les enfants et eux-mêmes. Ça serait nécessaire. Très important, et surtout pour les mères des jeunes filles. Quand je parle de jeunes filles, c'est celles-là qui tendent à l'âge de la puberté et autres. Il y a une petite histoire comme ça. Il y a une petite fille, qui a eu ses premières règles sans que ses parents ne soient au courant, mais c'est plutôt sa tante qui vit à des kilomètres. Qui aurait compris. Qui a compris, qui a eu l'information, qui a orienté la fille, comment elle doit se prendre, comment elle doit se protéger et tout et tout. Elle a fait 3 mois, elle est arrivée. Elle causait avec sa grande sœur, voilà comment ça se passe avec la fille, tout. Elle dit non,
Elle ne sait rien. Hein. Elle est là. Elle dit, comment ça? Ça fait 3 mois que la petite a eu ses premières règles. Comment? Mais elle, le mari, elle dit, est-ce que tu l'as approchée? Est-ce que tu as causé avec elle? C'est ça la bonne question. Quand elle te dit qu'elle est souffrante, qu'est-ce que tu as essayé de faire en tant que mère? Tu sors le matin, tu la confies au chauffeur, il faut partir à l'hôpital, et de l'hôpital, elle prend le téléphone du chauffeur pour m'informer. Il y a une distance entre la mère biologique et la fille, et il y a un rapprochement entre la tante et la fille. Et puis, cela a créé des problèmes dans le couple jusqu'à ce que la tante a demandé à son beau si elle peut récupérer la fille pour un temps avant de les ramener, quoi. Et puis, la fille est partie. Elle a décidé de continuer ses études auprès de sa tante et jusqu'à aujourd'hui, elle y est. Moi, je pense que c'est aussi une belle idée, le fait de récupérer la fille, mais j'aurais aimé que ça soit aussi différent. C'est-à-dire que cette tante essayait, n'est-ce pas, de se rapprocher de ses parents, de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'on y est avec une fille qui a déjà l'âge et ces choses-là. Peut-être, parce que quelquefois, on parle des parents, mais qui est ces parents-là? Est-ce que ces parents même connaissent ces choses? Parce que c'est pas dire être parent et puis c'est connaître ces choses. Ça aussi, c'est un côté où on ignore. On se dit que bon, lui, là, il est déjà parent. Donc, on suppose qu'il connaît déjà ses rouages. Mais quand on n'est pas prêt, on ne devient pas parent. Par moment, il faut dire aussi qu'on est parent par circonstance. Hein. Ah bon? Oui. Voilà. Parent accidentellement, alors. Donc, voilà. Donc, il y a des choses. Peut-être que le parent lui-même n'a pas été éduqué comme ça. C'est pourquoi je dis on est parent quelquefois par circonstance. Si le parent, lui, ces parents-là, qui est aussi lui parent, si lui n'a pas été orienté comme ça, si lui n'a pas été éduqué comme ça, comment il le saura? Il n'a pas ces informations. Non, mais tu vois, Rams, pour avoir connu un peu cette famille, je dirais que c'est la même éducation que la petite sœur a eue avec la grande sœur. Parce que c'est même père, même mère. Tu ne veux pas me dire que toi, ton éducation est autre chose. Je te coupe pas, Larissa. Tu vois, on peut être de même père, même mère, mais on n'aura jamais peut-être les mêmes éducations. Ça aussi, c'est possible. Oui. Ça aussi, c'est possible dans certains cas. Mais dans ce cas-là, je dirais juste que c'est une irresponsabilité. Voilà, de la part des parents, et ils se font super occupés par le boulot, par les autres activités, que de s'impliquer vraiment dans l'éducation et l'orientation de leurs enfants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont en train de vivre cela. Papa sort le matin, il part, quand il finit, c'est peut-être aller au Carrefour, jouer au Scrabble, aller jouer aux boules, et puis, bon, on rentre à partir de 18h, 19h, ou voire même 20h. Ou bien on sort du travail, on part, telle réunion de l'église, telle rencontre, telle chose, et la maman, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est Paris de tel, demain, non, c'est Paris vente, ou bien on part rendre visite, on part au deuil de tel, et on laisse les enfants à la merci de la nature. Moi, je pense que c'est compliqué. C'est que, bon, si on leur dit c'est de l'irresponsabilité, peut-être qu'on a trop dit, mais il faut également comprendre que et si ces parents, par moment, ils n'ont pas vraiment gagné du temps pour faire ce travail, bien que ça soit pas responsable, il faut aussi les comprendre à des moments donnés. C'est toi qui les comprends. Moi, je les comprends. Je les comprends parce que nous avons eu des parents, nous sommes des parents, et nos enfants deviendront des parents. Et donc, il faut par moment comprendre également. Imagine, tu finis dans ton lieu de travail qui t'exige à être au boulot à 6 heures et rentrer à, disons, 19 heures. À 19h, il y a d'autres travaux à faire et tout ça. On n'a pas vraiment gagné du temps pour l'enfant. Mais je dirais qu'il faut néanmoins créer un temps pour ne serait-ce que donner les 5% de l'éducation à l'enfant. Par exemple, les dimanches. Chez nous, on sait généralement que les dimanches, c'est le repos pour plusieurs travailleurs, n'est-ce pas? Peut-être les dimanches, on s'arrange à avoir un programme à partir de 14h déjà, on est à la maison, pour ne serait-ce que s'imprégner de la situation de la maison. Et s'il y a des orientations à faire, on les fait. Et puis le lundi, on commence les mêmes combats.
Mais ne pas carrément avoir du temps, tout à l'heure on a dit que c'est irresponsable, peut-être qu'on va frustrer beaucoup de parents et qui vont dire que mais ceux-là ils racontent leur vie, ils ne savent pas comment on vit, ils ne savent pas comment on fait ceci. Mais s'ils doivent refuser de faire ces choses pour rester également à la maison, les enfants n'auront pas aussi à manger. Ok, Roms, c'est ton avis et je ne vais pas discuter tout comme mon avis. Je ne pourrais aussi le changer parce que je me dis qu'il y a toujours un moyen. Quand on est célibataire, on peut se donner complètement à son travail et tout, mais dès lors qu'on accepte la vie à deux, qu'on devient responsable, comme tu le dis, à deux, ça va encore mieux. Mais quand on devient 3, 4, c'est-à-dire même le travail, même ton employeur sait déjà qu'il y a quelque chose, il y a des responsabilités. Il y a le temps de congé qui est là. Il y a le dimanche que tu as dit. Il y a de 7h à 19h, comme tu le dis. Il y a un temps de pause quelque part. Et ce temps de pause, tu peux par exemple le repousser. Si c'est 1 heure ou 2 heures, tu peux prendre ce temps de pause, tu travailles. Et à partir de 15h, 16h, toi, tu rentres. Tu gagnes également du temps en famille. C'est possible de le faire. Nous allons repartir de l'autre côté de la régie pour prendre une petite capsule, histoire de soupirer un peu avant de revenir et continuer avec notre avant-dernier numéro de la semaine de I-Matin. Nous voyons en cette décentralisation le pouvoir qui sera transféré avec toutes les ressources au niveau local. Donc j'appelle ici au niveau local, au niveau des provinces et au niveau des communes. Et nous souhaitons que cet engagement des autorités, des hautes autorités de la République puisse vraiment réussir parce que nous en avons besoin. C'est une façon de rapprocher l'administration des peuples au niveau local. Donc c'est à ce niveau que au niveau local, les gens pourraient s'exprimer et surtout faire une gestion transparente, une gestion saine et faire de sorte que la cohésion sociale et l'unité nationale puissent vraiment avoir de la valeur. La décentralisation est un processus par lequel les pouvoirs et les responsabilités sont transférés aux autorités locales. Et c'est une grande étape que notre pays est en train de traverser. C'est dans l'histoire de notre pays. Et la décentralisation, il y a beaucoup d'importance, tant d'autres, comme il permet au renforcement de la démocratie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il permet aux populations locales leur participation aux décisions publiques. Et par ailleurs, permet même aux autorités locales de bien comprendre les besoins des citoyens. On parle de l'État décentralisé. Or, les choses sont confisquées. L'État est confisqué, on parle de la compétence des transferts de finances. Mais nous, les élus, on voit qu'il n'y a rien. Parce que depuis que nous avons pris fonction, jusqu'à là, les transferts de compétences de la ressource, nous n'avons rien vu. Voilà, nous tombons en tant qu'élus conseiller communal. Et nous sommes dans la période de la saison pluvieuse. Mais l'État, qui dit État décentralisé, la compétence de transfert des ressources financières, nous n'avons aucun. Comment nous allons faire? Le gouvernement a également trouvé que c'est important pour un développement local, faire participer tout le monde. Et c'est ça l'approche aujourd'hui qui est développée non seulement au Tchad, dans toute la sous-région, les gens sont en train d'arriver. Et donc le Tchad a eu un arsenal juridique très très clair, les textes sont clairs, la répartition ou les transferts de compétences entre les autorités administratives et les élus locaux sont très clairs. Le texte les précise très clairement. Et donc, à ce niveau, nous sommes vraiment réjouis de cette approche-là. C'est loin que toujours la capitale. Et donc, c'est une bonne chose. La décentralisation, c'est-à-dire c'est un processus, c'est une forme de gouvernance qui consiste à transférer les pouvoirs
central au niveau provincial, au niveau territorial. Tous les Tchadiens ont opté, oui, pour cette forme de gouvernance. Et Dieu merci, aujourd'hui, notre pays vient de franchir une étape très importante. À travers cet atelier, ce séminaire, c'est l'occasion de vulgariser en quelque sorte tous les textes qui déterminent les collectivités autonomes. Et voilà, nous sommes une fois de plus de retour ici à ce plateau de votre émission matinale. Mesdames et messieurs, ça continue toujours en Laricia. Ouais. Nous avons reçu quelques messages de nos internautes et également des messages simples qui sont arrivés. On va lire rapidement avant d'annoncer notre invité du jour, n'est-ce pas? Ouais. Alors, nous avons Aladief qui dit ouais. Bienvenue Larissa Ngakoto, façon où tu ressembles à quelqu'un de Waliala. Et puis après, il nous a envoyé beaucoup de cœurs comme ça. Et il y a toujours Aladjef qui nous dit bonjour la team, bonne émission. Nous vous disons également merci. Et il y a Alaoundoum Séverin qui dit bon thème. Hein? On n'avait pas un thème précis, mais on a parlé un peu de ci et cela, n'est-ce pas, pour accompagner votre émission matin. Merci Séverin. Nous avons Dina Love qui dit bonjour ma team, bonne émission à vous et plein de cœur comme ça aussi. Merci à Dina Love pour sa présence constante avec nous. Et le message d'une auditrice également. J'allais complètement oublier. Voilà, et c'était par rapport à l'éducation des enfants et surtout de la jeune fille. Voilà, et le message dit merci pour cette émission. Cette petite histoire de Larissa m'a touché. J'avais pleuré toute la journée lorsque j'ai eu mes premières règles. L'auditeur n'a pas signé son nom, mais il nous a envoyé. Ah, c'est l'auditrice. Bon, si c'est l'auditeur ou l'auditrice. Roms, en tout cas, c'est l'auditrice, on le prend comme ça. Voilà. Ça peut être auditeur ou auditrice parce que la personne n'a pas signé son nom. Et donc, la personne a dit qu'elle a eu ses premières règles, Roms. Elle a eu ses premières règles. Bon. Larissa, arrête de m'embrouiller, Larissa. Arrête de m'embrouiller un peu. Ok, l'auditrice, voilà, parce qu'elle a écouté la petite histoire que Larissa venait de nous raconter. C'est une histoire réelle, vécue, et moi, personnellement également, ça m'a touché, hein, il faut le dire, ça m'a touché, mais bon, c'est les aînés, et on accepte, on fait avec, mais maintenant, à notre tour de faire mieux, et nous avons notre invité, bien en forme, qui est déjà prêt à se lancer, ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Tu te sens bien? Oui. C'est les vacances? Oui. Ok, comment est-ce que je peux t'appeler ton nom complet et que les auditeurs, les internautes, mais aussi les téléspectateurs peuvent t'appeler? Je m'appelle Nagera Taïdiba Pis. Vous pouvez m'appeler Pis. On t'appelle Pis. C'est bon. Pis comme la paix. Ouais. C'est ça? Oui. Donc, moi, je peux t'appeler la paix. Ça passe? Comment est-ce que tu passes tes vacances? Je les passe souvent en jouant au foot, à faire des activités. Et je rends des visites à des proches. Je fais aussi un stage de vacances. D'accord. Le stage de vacances, tu le fais où? Je le fais à Henrogue. À Sentinella. À Sentinella. Ok. Pis ou paix, tu passes de quelle classe? En quelle classe? Je passe du CM2 pour aller en 6e. Donc tu passes comme ça pour la 6e. Wow. C'est que tu as encore un long chemin à faire. Hein? Mais ça passe vite et il faut également le dire. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien à son âge. Il passe déjà pour la 6e. C'est déjà une bonne chose. On sent que ça va. Et alors, aussi, il faut signaler qu'il est en stage. Hein? Il est en stage, en stage, ça veut dire que tu veux aller vite. C'est bien parce que c'est aussi une manière de l'occuper pendant les vacances. C'est une bonne chose. Alors, c'était dans quelle école déjà? Dans ton école, l'école que tu as fréquentée cette année, c'était quelle école? Les Pentados.
Les Pentadol, tout ça c'est ici quand même? Non. Non. C'est au Cameroun. Ah, c'est au Cameroun? Oui. Ah, donc tu passes tes études au Cameroun? Ah, Oui. ok. D'accord. Et bon, ici chez nous, quand on est en CM2, on passe pour la 6e, c'est ça. Maintenant, c'est sans CEP, Oui, je pense. oui, c'est censé. C'est la même chose là-bas? Non. Ah, là-bas, vous avez passé le CEP et le concours. Oui. Et tu es admis au concours et CEP. Oui, nous sommes tous admis. Waouh, Vous avez fait félicitations. 100%. Waouh. D'accord. Alors, Père, qu'est-ce que tu fais comme autre activité en dehors de ton stage pour aider papa, pour aider maman à la maison pendant ces temps de vacances? Je joue au football. Ouais. Je fais du sport. Ça c'est personnel. Mais ça, ce c'est que pour tu toi. fais pour papa, pour dire à papa que papa, tu as payé l'école pendant 10 mois, maintenant là, je suis à la maison, voilà, je fais quelque chose pour toi, c'est quoi? Ou bien tu fais rien? Tu n'arroses pas le jardin, tu ne laves pas la voiture de papa, tu ne choues pas ses chaussures, rien? Ce que je fais, j'arrose ses arbres. Ouais. J'arrange souvent son bureau. Ouais, ça c'est très important. Je nettoie aussi ses chaussures. Wow. Ça c'est bien. Et pour maman, alors maman qui prépare La pour boule. toi tous les jours. Qu'est-ce que surtout tu la fais boule, pour là. maman? Je l'aide, je lave les habits. Tu es sûr? Oui. Parce qu'après on va demander. Hein? Ok. Hein? Alors, Pis, Reste stable, voilà, et regarde ta voilà, et caméra. puis parle-nous un peu. Donc, tu aides maman en lavant ses habits. Tu es sûr que c'est toi? On va demander. Hein? On va, parce que Maman là, est en train de nous suivre. Ouais, mais c'est les habits de tes soeurs, de tes frères? Et pour moi-même. Pour toi-même, ok, là ça fait du bien Ah, déjà. là, c'est bon. Parce que comme ça, tu réduis un peu la tâche de maman. D'accord. Pis, Oui. on est au Tchad. Tu vas grandir, n'est-ce pas? Tu dis ici que tu joues souvent au foot. Avant de venir sur ça, quelles sont les matières ou bien qu'est-ce que tu as fait à l'école comme matière qui t'a vraiment marqué? On a les leçons et autres. Qu'est-ce que tu as vraiment aimé pendant l'année scolaire? Qu'est-ce que j'ai aimé? Oui, à l'école, à l'école. Les leçons là, Les parmi leçons, les là. leçons là, la On leçon dit que vocabulaire, grammaire, l'anglais, on a tout et tout. Qu'est-ce que tu as vraiment aimé? La science. La science. La science là-bas, en CM2, on parle de... Science, d'observation, ouais. Il y a aussi mathématiques, on parle de arithmétique. Arithmétique, Voilà. systémétrique, géométrique, voilà, toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que tu aimes exactement? C'est arithmétique, c'est géométrique? Ouais, science d'observation, quand on descend, là. Là où tu te sens bien, là où tu as des La bonnes science notes. physique. La science physique, voilà. C'est déjà bien. Et là, on a toujours des scientifiques. Ouais. Ça avance bien. On pense que le Tchad, hein, ça va aller. On doit beaucoup prier pour ces jeunes-là. Ouais. Parce que le désir est là, l'envie est là, mais quand on grandit, hein, l'école devient complexe et puis parfois on vire, on trouve que c'est la série littéraire qui est facile, on vire après, on trouve des gens qui n'arrivent même pas à formuler une phrase française. Correct, oui. Voilà, et puis ça devient compliqué. Mais on est sûr que PIS va vraiment relever les défis, là c'est sûr. Quand tu le vois, tu vois, il est certain, il est concentré. Ok, mais hein. j'aimerais savoir, Pis, c'est pour repartir au Cameroun pour continuer la suite de tes études ou bien tu vas les continuer ici? On va repartir au Cameroun. Ah, vous allez repartir au Cameroun? Oui. D'accord. Et quand tu vas grandir, au fil du temps, quand tu vas aller à l'école, tu vas réussir, tu auras ton bac, tu auras tes diplômes universitaires et tout ça, qu'est-ce que tu vas devenir après cela? Je ne sais pas, je pense à devenir informaticien. Informaticien. D'accord. Moi, je vais déjà prêter mon ordinateur. Hein. C'est pas pour créer les bugs, non. Tu vas plutôt les arranger pour nous parce que vous, les informaticiens, on vous connaît ici, là. Vous créez quelque chose, l'autre répare là-bas pour récupérer l'argent et puis... Moi, je pense que c'est un sauveur plutôt. C'est un sauveur parce que... C'est toi qui le dis, les informaticiens, maintenant, ils sont plus proches des tailleurs et puis des menuisiers. Non, parce que tu vois, déjà même sur le plan numérique, hein, avec le chat, c'est un peu compliqué, mais avoir déjà un enfant à son âge qui désire être un informaticien, c'est pour débloquer un peu la situation. Hein. Je pense que c'est pour ça, n'est-ce pas? C'est ça aussi le désir, non? C'est pour, n'est-ce pas, améliorer un peu la situation du pays. Ou bien c'est juste pour, comme dit Larissa, c'est pour aller être...
Ceux-là qui nous créent des bugs dans les réseaux là. Non, c'est pour plutôt améliorer mon pays, le Tchad. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour la petite histoire, avant de libérer Pissin, on avait abordé un sujet ici. Je ne sais pas si tu nous as suivis ou pas. On parle de l'éducation et l'orientation de l'enfant. Alors, pour ton entrée en 6e, est-ce que tu as déjà vu un établissement qui t'a plu? Oui. Et puis tu veux entrer là-bas ou bien c'est papa qui a décidé que tu vas aller dans tel établissement? C'est moi-même qui a décidé. C'est toi-même qui as décidé. Oui. Et tu as vu, qu'est-ce qui t'a plu dans cet établissement-là? Premièrement, c'est beaucoup de mes amis vont aller là-bas. Deuxièmement, l'éducation est bonne là-bas. Et puis... troisièmement, l'école est belle aussi. L'école est belle. Et toi, tu vois, l'établissement, c'est bon. Et papa aussi est d'accord que tu ailles là-bas. Oui. Merci. Nous allons t'attendre ici pendant les vacances prochaines pour évaluer tout ce qui s'est passé pendant ton entrée en 6e. Mais avant de partir, certainement, tu es accompagné. Un mot à papa, un mot à maman et un mot à tes frères et sœurs et tes amis du quartier avec lesquels tu joues au foot. Tu vas regarder ta caméra et puis tu vas leur dire ton mot. Je n'ai rien à dire, mais je vais faire un effort. Vas-y. J'aime beaucoup mon père et ma mère. Ouais. Je suis fière d'être leur fils. Ouais. Je suis aussi content d'avoir eu 4 bons frères. Waouh! Content d'avoir eu 4 bons frères. Ça, c'est aux parents. Mais maintenant, à tes amis et à tes 4 bons frères. Bon. Qu'est-ce que tu leur souhaites? Tu les aimes aussi, comme tu as dit, tu aimes papa, tu aimes maman. Je les aime tous les 4. Je souhaite bonne guérison à mes 2 grands frères. Ouais. Je souhaite aussi une bonne journée à mon petit frère et à ma petite soeur. Voilà. Et puis tes amis avec lesquels tu joues au foot, vous allez vous prendre ce soir ou bien à midi? Je sais pas. Tu sais pas. Ok, merci beaucoup d'être passé. Nous allons juste te raccompagner avec un rythme de chez nous. Vu que tu viens du Cameroun, on va te donner un rythme tchadien on va te rappeler le chez toi. pour te raccompagner avec. Les bonnes choses de chez toi. D'accord. D'accord.
Voilà, ça c'est la danse de chez nous. Voilà, c'est tout ce qui fait le beau Tchad. Mesdames et messieurs, nous abordons la fin de cette émission matinale. Larissia, j'ai beaucoup aimé la partie de l'enfant là. C'est un enfant visionnaire. Hein. Il m'a dit des choses qui m'ont vraiment marqué. Hein? Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Nous allons repartir de l'autre côté de chez Gina pour prendre le jingle et prendre notre coach qui est déjà avec nous sur le plateau. Et oui, de retour sur le plateau avec notre coach. Bonjour et bienvenue. Bonjour Larissia. Bonjour Homs. Merci, bonjour. Alors, ça fait plaisir, mais aussi ça fait beaucoup de joie, n'est-ce pas, de retrouver l'équipe après avoir entendu un enfant qui rêve et qui a une belle vision. C'est cela, n'est-ce pas, l'essence du leadership. Parce que si vous ne rêvez pas, vous n'existez plus. Même si physiquement vous êtes là, vous n'êtes pas en vie. Ce qui caractérise la vie d'une personne qui est réellement dynamique, c'est la vision. Et quand un enfant te dit avec précision ce qu'il rêve de devenir, ça fait chaud au cœur. Ouais, ça fait vraiment chaud au cœur. Avec vous, coach, hier nous avons parlé de la notion du patriotisme et le nationalisme. Aujourd'hui, nous allons parler des initiatives citoyennes. Exactement. Pour faire suite à ce que nous avons dit hier, nous avons dit qu'il est souhaitable et qu'il est réellement encourageant de développer le patriotisme plus que le nationalisme, parce que le nationalisme frise avec l'intégrisme, le nationalisme frise avec un sentiment, je dirais, de mépris envers les autres citoyens. Et aujourd'hui, je voudrais parler des initiatives citoyennes. Les initiatives citoyennes sont des initiatives qui permettent de consolider le patriotisme. En prenant une initiative citoyenne, vous confirmez votre influence en leadership. Mais c'est quoi une initiative citoyenne? C'est une initiative qui peut fédérer les efforts de ceux qui sont autour de vous et pour permettre d'améliorer la condition de tout le monde dans la sphère où l'action va être prise. Nous avons tendance plus à prendre des mauvaises initiatives citoyennes, celle de pouvoir s'installer sur la place publique, sur les réseaux sociaux, et d'inviter les autres à insulter sur la place publique, à mépriser, à digresser. Alors que on peut prendre beaucoup plus des influences et des initiatives citoyennes, même sur la toile. Prenons une initiative, un exemple. Dans votre quartier, vous décidez par exemple de mettre une plateforme des chefs de famille pour vous permettre de communiquer en cas de danger ou pour vous permettre d'alerter quand votre enfant n'est pas là. Quand vous sentez qu'il y a un voleur qui est passé par ici, quand vous sentez qu'il y a quelque chose, une anomalie, quand vous pensez qu'on peut s'organiser, par exemple, les week-ends pour rassembler nos enfants dans un endroit et permettre qu'ils soient répétés, quand on peut prendre une initiative pour créer une petite école de football dans le quartier, vous voyez, ce sont des initiatives qui ne peuvent pas attendre qu'un ministre de la Jeunesse vienne dans le quartier pour prendre. Quand on peut peut-être planter quelques arbres dans nos axes, quand on peut matérialiser notre sphère par une certaine aisance, ce sont des initiatives citoyennes qui traduisent le sens d'influence. Nous avons toujours dit que le leadership n'est pas une position d'autorité, mais une position de service. Donc, vous pouvez réfléchir à servir. N'attendez pas, ça ne dépend même pas d'avoir d'abord son bac, ça ne dépend pas d'avoir son BEP, c'est simplement que j'ai une idée dans la tête, et je commence à aller de maison en maison à partager, et puis si on est d'accord avec moi,
On se met dessus. Et donc, plus nous aurons à engager des initiatives, et quand vous prenez une initiative citoyenne, il ne s'agit pas seulement des Tchadiens qui sont autour de vous. C'est tous ceux qui habitent dans le quartier. Il peut y avoir même des gens qui ne soient pas Tchadiens. Oui. Mais ces personnes-là sont dedans. Et vous voyez, c'est cela l'avantage de développer le sens du patriotisme. Oui. Parce qu'à travers des initiatives citoyennes, vous voyez même que celui qui habite avec vous, il ne réfléchit pas en termes de nationalité, mais il réfléchit simplement en termes de bien-être au niveau de la société. Donc, je voudrais encourager nos téléspectateurs. Nous avons cette saison de pluie. C'est aussi le bon moment de réfléchir en ce qui concerne les initiatives citoyennes. Ouais. Il y a des pays qui ont réussi, par exemple, à faire des plateformes de communication entre les enfants ou entre les parents, ou ainsi de suite, et ça règle beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parce que parfois, vous voyez, vous êtes dans un quartier, mais vous ne vous connaissez pas, vos enfants ne se connaissent pas, et ainsi de suite, chacun s'occupe. Alors que si vous avez une plateforme citoyenne du quartier pour dire, ah, les voisins, ce samedi, on fait ceci. Les voisins, nous avons tel voisin de telle concession qui a tel défi. Est-ce qu'on peut s'organiser pour l'assister? Les voisins, est-ce qu'on peut... Voilà, les voisins. Il y a tel voisin qui a été visité par les voleurs hier, faisons ceci. C'est une plateforme. Et ça, c'est une initiative citoyenne. Ça vous permet en même temps d'interagir et en même temps de s'éduquer, n'est-ce pas, mutuellement. Donc, ce matin, je voudrais dire, à la suite de la réflexion sur le patriotisme, nous voulons encourager les téléspectateurs, les leaders d'influence, les motivateurs qui nous suivent à partager sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Parfois, vous n'avez pas besoin de réfléchir beaucoup plus, peut-être lié à votre quartier, mais partagez une idée sur la plateforme, sur l'Internet, sur Facebook, pour que les gens discutent de cette initiative citoyenne. Parce que ce qui est dramatique, c'est que nous sommes un peuple qui se dit dans la précarité, mais qui dépense le peu de moyens là pour des futurités. Vraiment. Vous voyez, quand on peut s'acheter les 2000 francs, les 3000 francs de data pour simplement naviguer et rire et s'insulter, alors qu'en réalité, ces 2000 francs-là peuvent vous permettre d'assurer le petit déjeuner ou bien encore d'aider un enfant dans un orphelinat ou de faire ceci. Si vous capitalisez, vous recapitulez. Mettre en route. Ben oui. Et c'est beaucoup de choses. Donc, vous voyez, comment on peut faire des choses utiles que de se consacrer dans des choses futiles. C'est très important de prendre des initiatives citoyennes. Et ça n'a pas besoin d'âge. Les petits-enfants peuvent avoir des initiatives citoyennes à leur âge. Les femmes peuvent avoir des initiatives citoyennes à leur âge. Les hommes, disons les adultes, peuvent prendre des initiatives citoyennes suivant la sphère. Je peux rester ici, mais aider dans mon village à prendre des initiatives citoyennes. N'attendons pas simplement le jour où on va ramener un corps au village pour enterrer, pour simplement renouer contact avec ceux du village. Je trouve que ce n'est pas certes, ce n'est pas sain et ce n'est pas bon d'esprit. Mais prenons des initiatives, soyons des dynamisateurs, catalysons les énergies des uns et des autres, réveillons les gens. Réveillons les gens. C'est seulement comme ça que ça peut avancer. Ça peut être timide, ça peut être petit, mais quand on va rassembler toutes ces initiatives à l'échelon petit, ça va devenir macro et ce sera influençant. Donc voilà un peu l'encouragement de ce matin. Quelqu'un nous écoute, réfléchissons, engageons-nous dans des initiatives citoyennes. Vous fédérez les énergies, vous donnez la possibilité aux gens de réfléchir dynamiquement et positivement, et vous améliorez la société pendant que le leadership au niveau central réfléchit sur les stratégies, sur le long terme. Que Dieu nous aide vraiment à prendre des initiatives citoyennes et à rêver comme cet enfant qui dit « Voici où ce que je veux être dans ma maturité. » Nous, projetons-nous. Vous voyez, vous êtes dans un quartier, si après 10 ans vous êtes dans le quartier, si ça n'a pas changé. Si depuis 10 ans, chaque année vous avez pris une initiative, la situation ne sera pas la même. Exact.
D'accord. Si nous prenons des bonnes initiatives citoyennes, ça va aller comme dit le coach. Alors, Tchadiens et Tchadiennes, prenons des initiatives citoyennes, des initiatives qui vont aider à faire développer le pays. C'est ce qui a vraiment attiré mon attention là-dessus. Oui, mais une chose aussi, c'est que souvent, le coach a fait mention ici d'aider le village et autres. Mais on se rend compte que c'est quand il y a un deuil, on s'organise, on dit on peut avoir quelque chose pour envoyer le corps au village. Et moi, souvent, ce que je me dis, pendant son vivant, qu'est-ce que cette personne a fait pour son village? Est-ce qu'il a pris des bonnes initiatives pour le village? On dit l'état de la route n'est pas bon, on dit ceci, il n'y a pas de voiture pour amener le corps. Mais pendant que cette personne était vivante, qu'est-ce qu'elle a fait vraiment pour son village? Oui, c'est la question qui reste posée. Et surtout que la terre n'appartient à personne. L'enterrer au village n'est pas forcément la solution. L'enterrer au village, je ne sais pas, peut-être c'est des choix sociologiques, mais les gens du village ne méritent pas que des cadavres. Vraiment. Les gens du village méritent aussi, n'est-ce pas, notre assistanat. Quand on peut se rassembler, cotiser pour mettre des véhicules et prendre le corps pour aller au village, on peut aussi se rassembler pour les aider à faire autre chose au village. C'est ça. Et ça, c'est important. Parce que, vous voyez, plus on continue à faire de cette manière, plus nous sommes en train de nous conditionner psychologiquement dans le négatif. Et il va falloir que cela change. Ah ouais, il va falloir que cela change. Parce que là, c'est aussi vrai, pour se regrouper, déployer tous les moyens, amener un corps enterré au village. Ces moyens, on peut les regrouper et puis initier quelque chose également pour le village. D'accord. Ok, en tout cas, c'est vraiment une dose adulte et puis ça motive vraiment de finir avec la semaine. Merci beaucoup, coach, d'être passé. Merci à vous. La motivamine est de taille. J'espère que vous allez continuer à rêver comme cet enfant. Absolument, surtout avec des initiatives citoyennes dans nos sociétés, dans notre entourage. C'est très important. Merci, chers amis téléspectateurs, internautes, mais aussi auditeurs de la grande famille de la chaîne citoyenne. Nous sommes arrivés à la fin de notre 3e numéro de la semaine. Roms, merci beaucoup de vous présenter avec toi. Merci, le plaisir est partagé. Je dis également merci à nos téléspectateurs. Merci à tous ceux qui étaient toujours là avec nous depuis le début de cette émission matinale.